ce chiffre de 2 millions de malades, d'après leurs calculs, entraînerait un coût de 5 milliards de shekels pour les jours de maladie. Et comme chaque mercredi, nous recevons dans ce studio le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, comme chaque mercredi, pour faire un petit tour de l'actualité économique israélienne. Et on va commencer par un sujet d'actualité aussi, puisque c'est l'économie et l'actualité en même temps, avec les conséquences économiques de l'explosion des chiffres des malades du Covid. Oui, je suppose que vous en avez parlé. On en parle beaucoup. On parle que de ça, pratiquement. Voilà, exactement. On était hier à 10 000, je ne sais pas, malades, je ne sais pas quels sont les chiffres aujourd'hui. Oui, presque 11 000 aujourd'hui. Ah, c'est tout, parce qu'hier, ça a augmenté de 50%, alors je pensais que ça serait encore bien pire. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Donc, c'est une explosion des chiffres de gens qui sont malades. Et ça a bien entendu des conséquences économiques. Mm-hmm. Alors, la première conséquence économique qu'il faut savoir, d'abord qui est une bonne conséquence, en tout cas pour moi ce matin, il n'y avait pas de problème de trafic, de transport, c'est vrai, d'embouteillage dans la route. Et c'est pas seulement Jérusalem, c'est dans l'ensemble du pays. Il y a moins de gens qui vont au travail, c'est-à-dire ils travaillent peut-être, mais il y a le télétravail apparemment même s'est beaucoup développé ces derniers jours. Et donc ça a une conséquence favorable, en tout cas pour mon arrivée sans problème à Kalita. Et pour les gens qui doivent quand même aller travailler sur place. Deuxièmement, la chose suivante, que le chef du patronat a envoyé une lettre au ministère des Finances pour dire la chose suivante. Si on parle qu'il y aurait pratiquement 2 millions de personnes qui seraient malades à la fin du mois. Ouais. Et ce chiffre de 2 millions de malades, d'après leurs calculs, entraînerait un coût de 5 milliards de shekels pour les jours de maladie. Une perte. C'est-à-dire, un employeur, il y a un employé. Cet employé est malade. Pas parce qu'il doit être isolé, parce qu'il a eu cas contact, d'ailleurs ça va changer ça, mais parce qu'il est malade. À ce moment-là, il ne va pas au travail. Mmh. Et qui c'est qui doit payer c'est l'employeur. Jusqu'à 3 mois, l'assurance sociale ne prend pas. Et donc, ils ont dit, ce coût qui va nous venir au mois de janvier, d'après nos calculs dans la section économique, dans la section économique des entreprises, des entrepreneurs, coûterait 5 milliards de shekels. Ouais. Alors, ils ont envoyé une lettre au ministère des Finances et dire, nous, ce qu'on veut, c'est que les jours de maladie ne soient pas, concernant le Covid, l'Omicron, ne soient pas considérés comme des jours de maladie normales qui soient à notre charge à nous, mais que c'est l'État qui prenne sur elle, en tout cas, une partie des charges de ça. Parce que sinon, après l'Omicron, peut-être les gens, ils n'auront pas de problème, mais en tout cas, les entreprises crèveront. Parce qu'effectivement, 5 milliards de shekels, en un coup, c'est beaucoup. Il faut ajouter ça, c'est une chose. Il faut ajouter, oui, allez-y. Une deuxième chose importante, la comptable du Trésor a envoyé une lettre, pas seulement envoyé une lettre, a fait une étude pour savoir combien qu'elle a envoyé au ministère de la Santé. Parce qu'il y a discussion entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances pour savoir jusqu'à où on va aller pour protéger les gens. Parce que le ministère des Finances dit, si on va énormément protéger les gens, il y aura des conséquences très importantes sur l'économie. Et ça fait partie aussi de la santé. Et d'un côté, donc il y a toujours, depuis le début d'ailleurs, ce problème. Alors ils ont fait leur calcul, ils ont dit la chose suivante. Pour nous, considérons que pour 100 000 personnes qui sont malades, ça rentrait sur la production intérieure brute, une baisse par semaine de 175 millions de shekels. Mmh. Pour 500 000 malades, ça représenterait 850 millions de shekels de pertes du PIB par semaine. Ah ouais. Et si on parle de 2 millions de personnes, ça représenterait 4 fois ce chiffre-là. Et donc, c'est pour ça qu'elle a alerté. Elle a dit, il faut que vous preniez ces chiffres en cours. C'est pas une question budgétaire, c'est une question de baisse de la production intérieure brute. Ouais, ce sont des chiffres assez... une dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, les vendeurs dans les canyoning et autres ont remarqué qu'il y a une baisse de 30%
du chiffre d'affaires, vu que les gens sortent moins, parce qu'il y a de toute façon le problème des tout petits enfants qui ne sont pas encore vaccinés, qui n'ont pas encore eu Pfizer, et donc il y a ce problème-là par rapport à eux, et donc ces trois choses-là montrent qu'il y a un problème économique urgent qu'il faudra résoudre à ce niveau. Et un problème auquel le gouvernement devra répondre. Il faudra qu'il donne des réponses à toutes ces questions. Alors, on va parler d'autres conséquences économiques, mais là, il s'agit, on en a parlé aussi cette semaine sur Studio Qualita, de cette grippe aviaire qui atteint des poulaillers, plus particulièrement dans le nord du pays. Oui. D'abord, je ne sais pas si vous l'avez dit, le ministère de l'Agriculture et de la Santé ont dit qu'il faut cuire tous les œufs et tous les poulets que vous avez, bien entendu, la plupart des gens le font, mais en plus, maintenant qu'il y a le problème de grippe aviaire, ils ont lancé un avertissement point de vue santé, donc je me permets, même dans ma partie économique, de rappeler cet avertissement de santé. Point de vue des pertes, vous avez parlé du Nord, malheureusement, ça va aussi sur Israël, la partie d'Israël, ça va, j'ai entendu encore hier un autre endroit du pays où ça s'étend, ce sont des milliers de poulets qui ont dû être immédiatement abattus. Les poulets qui sont abattus, par exemple, à Margalit, ça a commencé là-bas, 5000 poulets ont entraîné la perte de 100 000 œufs. Ah oui. Et d'ailleurs, à Margalit, on faisait des œufs organiques. Et c'était 100 000, c'était 2,5% de la production des œufs organiques pour en Israël. Ouais, donc on craint d'ailleurs une pénurie d'œufs. Alors, justement, c'est le dernier point que je voudrais venir. Le ministère des Finances a demandé, et l'agriculture ont demandé deux mesures. De première mesure, de permettre aux poulaillers qui n'ont pas été atteints par la grippe aviaire d'augmenter le nombre d'œufs qu'ils ont le droit de produire. D'accord. Et deuxièmement, et c'est ça qui fait problème d'ailleurs entre le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances, que le ministère des Finances, pour pas qu'il manque d'œufs, surtout pour faire les gâteaux pour Shabbat qui vient bientôt arriver, et la cuisine, il veut absolument, massivement, faire venir des œufs de l'extérieur d'Israël. Bien sûr, je crois qu'on parle de la Turquie en particulier. Et bien sûr, beaucoup moins cher que ce qui est en Israël. D'ailleurs, il y a depuis le début de ce gouvernement, une discussion très dure entre le ministère des Finances et les agriculteurs et le ministère de l'Agriculture concernant le problème d'importation des œufs. Le ministère des Finances veut à tout prix libéraliser l'importation des œufs et va en profiter d'ailleurs de ces grippes aviaires pour montrer, vous voyez, qu'il y a un problème comme ça. C'est-à-dire que les producteurs d'œufs en Israël ont peur de profiter et que le ministère des Finances profite justement de cette pénurie d'œufs et de cette grippe aviaire pour augmenter en fait les quotas d'œufs qui vont venir de l'étranger. Et le problème toujours qu'on a parlé si souvent, le problème de l'agriculture, c'est qu'il ne faut pas voir à court terme. C'est peut-être tout d'un coup moins cher. Mais après, quand vous allez casser l'agriculture ici ou la production vos importateurs vont en profiter, mais il faut savoir qu'Israël n'aura plus de production interne et donc augmentera les prix après. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir à moyen terme, à long terme. C'est un sujet stratégique, un secteur stratégique. Alors, on va parler à présent d'une question que beaucoup d'investisseurs se posent, et ça concerne l'investissement qui est le plus rentable. Et souvent, on se pose, qu'est-ce qui est le plus rentable? Est-ce qu'il faut investir en bourse ou est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier? Et là, il y a une étude qui a été faite, une longue étude, puisqu'une étude qui a été faite sur 25 ans par l'Université de Tel Aviv. Alors, est-ce qu'on a une réponse? Comme vous venez de le dire, souvent je suis interrogé par des Olim pour ça, quand ils ont de l'argent pour investir, pour savoir s'il vaut mieux investir en achetant un appartement ou en investissant dans la bourse. Alors, le journal Globes, c'est une revue de presse économique hebdomadaire ici, a fait état cette semaine d'une étude de grande ampleur de l'Université de Tel Aviv sur 25 ans. Comparant la rentabilité d'un investissement dans l'immobilier, acheter une maison pour investir, ou investir son argent dans la bourse. Et cette étude a montré de façon nette et implacable que l'investissement en bourse, quelles que soient les périodes, est meilleur que l'investissement en achetant une maison. Oui. Je ferai même d'ailleurs 2 remarques par rapport à cette étude. Je pense même que cette étude est biaisée et qu'elle n'a pas assez pris en compte 2 choses. Elle a dit, à une certaine période, on pouvait penser
d'après son étude, que l'investissement dans l'immobilier est plus rentable parce qu'elle permet de prendre ce qu'on appelle en Israël une mashkanta, c'est-à-dire un prêt hypothécaire, et donc ce qu'on appelle aussi en économie l'effet de levier, c'est-à-dire moi je fais travailler de l'argent de la banque et passe mon argent à moi pour investir et avoir de l'allocation de quelqu'un. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que, en vérité, dans les produits financiers qui sont proposés depuis plusieurs années au public israélien général, pas seulement aux gens qui sont spécialisés, surtout ce qu'on appelle dans les polices d'épargne ou tout ce qui est des produits de retraite, coupons de Gimel, HKA et autres que vous avez entendu, caisses de retraite pour investissement. Tous ces produits-là, les compagnies qui vous proposent ces produits proposent aux gens, en plus d'augmenter la mise jusqu'à 70 voire 80% à un taux d'intérêt bien plus faible que le taux de la mashkanta. Je pense que la mashkanta, maintenant, quelqu'un qui prendrait un prêt hypothécaire aurait entre 3 et 5%. Alors que ces taux qui sont proposés à ces gens qui investissent dans ces produits financiers sont de 1%. Donc, c'est bien moins cher. Et donc, c'est à mon avis encore plus en plus, il y a le problème de la liquidité haute, bien entendu, qui n'est pas pris dans cette étude en cause, et que, à mon avis, il n'y a pas à dire, il faut que les gens comprennent que sans même l'imposition, les autres charges, tout ce qui est l'investissement en bourse est bien meilleur que l'investissement immobilier. Voilà, on a en tout cas un bon conseil pour cette rubrique économique. Et puis on va terminer avec un rapport annuel de l'autorité de défense des consommateurs, Daniel. Oui, très intéressant. Comme d'habitude, l'autorité des consommateurs, de la défense des consommateurs, a publié son rapport annuel. Elle a dit la chose suivante. D'abord, j'ai réussi à faire récupérer aux consommateurs 15 millions de shekels. Donc, c'est une autorité qui agit. Elle dit qu'elle a eu 74 000 demandes et 74% de ces demandes-là ont été justifiées. Donc, ça veut dire que ça vaut la peine de se plaindre. Il y a une augmentation, bien entendu, des plaintes, surtout, évidemment, concernant le online, puisque le corona a fait que beaucoup de gens n'ont pas pu aller acheter sur place. Et lorsqu'on achète à distance, alors à ce moment-là, il peut y avoir des problèmes entre ce qu'on attend et ce qu'on reçoit à la fin. Maintenant, il y a une chose très intéressante qu'elle a dit. On peut on rentre dans le site, et il vous donne un formulaire où il est possible de faire ce qu'on appelle tvia ktana, c'est-à-dire lorsqu'on a un problème, on veut attaquer un litige avec une entreprise, une société, et on ne veut pas aller au grand tribunal. Alors, jusqu'à une certaine somme, on peut faire ça dans des instances qui sont bien plus simples. Et elle vous rédige, je suppose par l'informatique, exactement comment il faut juridiquement présenter votre litige. Et donc, c'est formidable pour le consommateur. Ça lui permet d'arriver à ce litige-là prêt. Donc, ça, c'est une bonne chose concernant ce qu'ils ont fait. Je vous demande à vous, quel est à votre avis d'abord le premier sujet où les Israéliens se plaignent sur les compagnies? Je pense que c'est tous les services de téléphone, et les câbles, etc. Extraordinaire. Premier, c'est communication. Après, électricité et tourisme, bien entendu, cette année, à cause de beaucoup de choses qui ont été annulées. Et enfin, les meubles. Les meubles, souvent, c'est différent des meubles qu'on reçoit. Enfin, une dernière chose que l'autorité de consommateurs a voulu dire, c'est qu'elle a fait une nouvelle section qui s'occupe de lutter contre la publicité mensongère commerciale. Et donc, elle fait des enquêtes et elle va donner aussi des amendes. Donc, c'est important de signaler aussi ce dernier. Il y a tous aussi les pièges qui sont tendus aux personnes âgées. Je suppose que là aussi, il est question de ça. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Daniel, pour ce tour de l'actualité économique israélienne. Et on se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Oui. Bonne journée et Shabbat Shalom.